Bien. Bienvenue à tous. Merci d'être venus si nombreux. On me dit qu'il y a une autre salle pleine. Je suis un petit peu abasourdi par le nombre par l'intérêt que tout ça suscite, mais j'espère que vous allez prendre plaisir à ça autant que moi à en parler. Alors, je vais parler naturellement de l'apprentissage profond. Les diapos sont en anglais, mais je vais parler en français, à cause du fait que le collège traduit les cours en plusieurs langues, donc pour permettre au plus grand nombre de lire les diapos. Enfin, la vérité, en fait, c'est que j'ai les diapos prêtes en anglais et que je ne voulais pas les traduire. Alors, pendant ce premier cours, j'ai un petit peu modifié très récemment, en fait, ce matin, l'agenda. Donc, il y aura 8 cours. Aujourd'hui, on va parler on va faire une petite introduction à l'apprentissage profond, essayer de motiver ça un petit peu, et puis parler des techniques de base pour construire des réseaux multicouches à partir d'assemblage de modules, avec un petit peu d'exemples concrets. Et la semaine prochaine, on parlera de réseaux convolutifs, un petit peu plus en détail que pendant la leçon inaugurale, que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir. Et il y aura un séminaire par Stéphane Mallat qui parlera des théories qui justifient un petit peu les architectures de type réseau convolutif, etc. Alors, commençons un petit peu par la justification. Bien sûr, la justification principale, ou la motivation principale de l'apprentissage profond, c'est d'entraîner un système de A à Z, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la méthode traditionnelle de construction de systèmes de reconnaissance de forme, qui consiste à avoir un extracteur de caractéristiques suivi d'un classifieur entraînable, on voudrait que l'extracteur de caractéristiques, qui en fait représente les données, soit lui-même entraînable pour qu'on ait le moins possible de travail à faire à la main. Alors l'idée, bien sûr, d'un extracteur de caractéristiques remonte au premier jour de la reconnaissance des formes avec le perceptron. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que je vais passer en revue extrêmement rapidement les méthodes très simples d'apprentissage non profond. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent ça bien, mais pour ceux qui ne le connaissent pas si bien. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des théories, ni expliquer ça dans le détail, mais simplement pour remettre les choses un petit peu en place. J'ai écrit ici une méthode d'apprentissage, peut-être une des plus simples connues, qui est simplement une espèce de régression linéaire. Donc imaginons qu'on a un vecteur d'entrée x, qui constitue les caractéristiques, le vecteur de caractéristiques qui représente la forme à classifier. Donc on se place dans un contexte d'apprentissage supervisé, naturellement. On va calculer une combinaison linéaire des entrées avec un vecteur de poids W. Donc on calcule le produit scalaire de x et de W, donc W transpose x. Et ça nous donne un scalaire qui est un espèce de score pour une classe ou une autre. Si le score est au-delà d'un certain seuil, on décide que c'est une classe. Si c'est en dessous d'un certain seuil, on décide que c'est une autre classe. Donc ça, c'est la fonction de coût la plus simple à minimiser pour si on a un ensemble d'apprentissage donné. Donc un ensemble d'apprentissage, c'est une série de paires x, y, donc d'entrée et de sortie. Et ce qu'on va faire, c'est minimiser la fonction de coût qui est la différence entre la sortie produite par le système et la sortie qu'on voudrait. Donc la sortie qu'on voudrait pour un exemple particulier x, y, i, donc i est un index qui indexe un exemple dans l'ensemble d'apprentissage. W est le paramètre qu'on va apprendre. Ça, c'est une fonction de coût. Ici, c'est un coût quadratique, donc vraiment, il n'y a rien de plus simple que ça. Cette partie-là est la sortie du système, et cette partie-là est la sortie qu'on veut que le système produise. On minimise simplement le carré. Alors, on peut facilement calculer le gradient de cette fonction de coût pour un exemple particulier par rapport au paramètre. Donc, il y a cette dérivée partielle ici, donc la dérivée du coût par rapport au vecteur de paramètres. Et ce qu'on obtient, c'est un terme d'erreur, qui est donc un scalaire, qui est l'erreur entre la sortie désirée et la sortie produite par le système, à un instant particulier t.
enfin pour un exemple particulier xi, yi, et on multiplie ça par l'entrée. Donc l'effet de cette règle très simple d'apprentissage est que si la sortie est plus petite que la sortie désirée, à ce moment-là, on rajoute au vecteur de poids le vecteur d'entrée multiplié par un coefficient qui est cette erreur. Et donc, un algorithme de gradient consiste à prendre la valeur du paramètre actuel et à bouger dans la direction opposée au gradient, qui est donc la même chose que ça, où on enlève le signe moins. Et si on utilise une méthode de gradient stochastique, qui est vraiment la chose non seulement la plus simple, mais aussi la plus efficace, on va mettre à jour ce paramètre de poids, donc ce vecteur de poids, de la manière suivante. On prend le vecteur de poids à sa valeur actuelle, on lui soustrait le gradient du coût par rapport au paramètre, multiplié par une constante, et ça nous donne la nouvelle valeur des paramètres. Et on fait ça pour chaque exemple. Donc c'est une règle d'apprentissage très simple, par correction d'erreur. Si l'erreur est trop petite, on s'arrange pour augmenter les poids dont l'entrée correspondante est grande. Et puis si l'entrée est trop grande, c'est le contraire, on diminue les poids dont l'entrée est positive et on augmente les poids dont l'entrée est négative. Alors il y a quelque chose d'un petit peu magique, il y a beaucoup de théories là-dessus qui a été faites, que je ne vais pas expliquer, mais il y a beaucoup de gens en fait en France qui ont travaillé sur ce problème, qui est, quand on utilise cette règle de mise à jour des paramètres, on se base sur la base d'un seul exemple, et à force de mettre à jour ces paramètres sur plusieurs exemples, on finit par minimiser la moyenne de cette fonction de coût sur tous les exemples d'apprentissage. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes de gradient stochastique. Ce sont des méthodes qui datent des premiers jours des méthodes d'apprentissage. Ce sont des méthodes qui sont aussi utilisées dans beaucoup de systèmes qui ne sont pas des systèmes d'apprentissage classiques, enfin, disons qu'on appellerait des machines intelligentes ou systèmes de classification. Par exemple, c'est utilisé dans les modems, dans les vieux modems acoustiques qui faisaient du bruit. En fait, le bruit horrible qu'on entend dans un modem acoustique, c'est quand je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu ces modems et essayé de se connecter. Enfin, pas les modems acoustiques, mais les modems qui communiquent sur une ligne téléphonique. Le bruit horrible qu'on entend, en fait, est une séquence d'apprentissage qui permet au modem d'adapter ses paramètres internes pour corriger les défauts de la ligne téléphonique. C'est un filtre adaptatif et l'algorithme utilisé est en fait très similaire à ça. Donc il y a beaucoup de théories pour essayer de prouver que, effectivement, en utilisant ces méthodes de gradient stochastique, on minimise la moyenne de ce coût sur tous les exemples. Ces travaux datent des années 70 en France, Benveniste en particulier, et puis plus récemment Francis Bach, et puis beaucoup d'autres gens. Et c'est un petit peu revenu au goût du jour pour les gens de l'optimisation grâce à l'apprentissage, en fait. Alors c'est un petit peu décevant pour les gens qui s'intéressent à l'optimisation, car l'optimisation stochastique est en fait l'algorithme le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est 3 lignes de code. Et les algorithmes sophistiqués n'arrivent pas à le battre. Donc si on est intéressé par concevoir des algorithmes compliqués pour impressionner ses collègues, on n'a pas beaucoup de succès pratique avec ça. Alors, il y a des formes très similaires de cette règle d'apprentissage. En particulier, il y a une règle d'apprentissage dont j'ai parlé dans la leçon inaugurale qui s'appelle celle du perceptron. Et en fait, elle est extrêmement similaire quand on regarde la règle de mise à jour des paramètres ici. Elle est en gros identique à la précédente. Je vais vous la remontrer. Donc celle-là, c'est y moins w transpose x. Donc la somme pondérée des x pondérée par les poids. Et ici, il y a un f devant. Et ce f est une fonction à seuil. C'est une fonction qui prend la valeur plus 1 si l'argument est positif, moins 1 s'il est négatif. Et donc, du coup, cette erreur ici est binaire, ou plutôt ternaire, c'est-à-dire que si y est plus 1 et ce f est plus 1,
cette erreur est 0, ou si c'est -1, -1, c'est 0, ou elle peut être +2 ou -2. Donc elle peut être +2, -2 ou 0. Mais la règle d'apprentissage est exactement la même. Donc en fait, on peut écrire le perceptron et la minimisation quadratique par gradient stochastique de la même façon. La seule chose qui change, c'est qu'on remplace le f par la fonction identité pour la minimisation du coût quadratique. Et puis voilà une autre forme de cette même règle d'apprentissage, qui est pour ce qu'on appelle la régression logistique. Donc c'est une méthode très utilisée par les statisticiens et les gens qui font de l'apprentissage automatique. Et encore une fois, la règle de mise à jour des paramètres est exactement la même. Il y a toujours un f, sauf qu'ici, le f, au lieu d'être une fonction seuil qui prend les valeurs -1 et +1, est en fait une fonction sigmoïde, hyperbolique tangente, donc, enfin tangente hyperbolique, donc qui passe de manière molle, si vous voulez, entre les valeurs -1 et +1. Donc voilà 3 algorithmes d'apprentissage très simples, qui ne sont pas profonds, utilisant le gradient stochastique, qui sont en fait tous la même forme, dont la seule différence est la fonction de coût qui minimise, donc si c'est une fonction de coût un petit peu plus compliquée à comprendre peut-être, mais la seule chose qui change, c'est la nature de cette fonction f, donc soit c'est une sigmoïde, soit c'est une fonction à seuil, soit c'est l'identité. Alors, les machines linéaires, c'est-à-dire qui combinent linéairement des caractéristiques pour prendre une décision d'une classe ou une autre, malheureusement ont des limitations. C'est des limitations qui sont connues depuis très longtemps. Et ces limitations sont dues au fait que la surface de décision produite par un perceptron ou une régression logistique, disons un perceptron, donc qui est une règle de décision binaire. F est donc une fonction seuil. Donc y ici est +1 si le produit scalaire est supérieur à 0 et -1 s'il est inférieur à 0. Ce qui veut dire que quand le produit scalaire est égal à 0, on se place sur la frontière, la surface de décision entre la catégorie 1 et la catégorie 2, si vous voulez. Alors, donc l'équation W transpose X égale 0 est l'équation de la surface de décision. Et dans un espace à n dimensions, quand ce vecteur X ici à n dimensions, cette surface est un hyperplan, donc c'est un sous-espace linéaire de dimension n-1, quand l'espace ambiant est de dimension n, qui sépare l'espace en deux demi-espaces. Donc en dimension 2, on peut avoir des points qu'on essaie de séparer par une ligne, qui est en dimension 2, un hyperplan et dimension 1. Et alors, une chose dont il faut se rappeler, c'est que ce produit scalaire, si on le fait dans l'espace original, passe par la surface de décision passe par l'origine, ce qui n'est pas très intéressant. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la dimension de ce vecteur x et de w de 1. Et une des composantes de x est constante égale à 1. Du coup, le w correspondant correspond à un seuil qui permet de déplacer cet hyperplan pour qu'il ne passe pas par l'origine. C'est des coordonnées homogènes, simplement. On préfère ne pas montrer le seuil séparément, parce que c'est plus simple de le traiter. Donc, avec le paramètre W augmenté d'une dimension, la dimension supplémentaire étant un biais, on peut avoir des surfaces de séparation pour séparer ces points qui se déplacent, enfin qui peut aller un peu partout en fonction de W. Et bien sûr, il y a des ensembles de points qui ne sont pas séparables par un hyperplan. Donc j'ai dessiné 2 exemples ici, où ces points-là, les points bleus sont une catégorie et les points rouges sont une autre catégorie. Et on ne peut pas les séparer avec un hyperplan. De même ici, les points bleus et les points rouges ne peuvent pas être séparés par une ligne.
Alors les gens, dans les années 60, ont réalisé ça relativement rapidement. Et il y a eu un théorème, le théorème de Cover. Donc c'est Tom Cover, c'est un nom, c'est le nom de quelqu'un, un professeur à Stanford, qui a établi en 66 que la probabilité qu'un étiquetage particulier d'un ensemble de p points en n dimensions soit linéairement séparable est très proche de 1 lorsque p est inférieur à n et très proche de 0 quand p est supérieur à n. En d'autres termes, si vous avez des vecteurs de n dimensions, si vous avez plus que n points, la probabilité pour qu'un étiquetage aléatoire, disons, de ces points soit linéairement séparable est très faible. Alors les données naturelles, souvent, sont plus linéairement séparables qu'un étiquetage aléatoire, mais tout de même, il y a des tas de problèmes qui ne sont pas du tout linéairement séparables. Donc particulièrement si on se place dans des problèmes un peu compliqués de reconnaissance d'image ou de reconnaissance de la parole, on ne va pas s'en tirer avec un classifieur linéaire. Alors comment peut-on résoudre ce problème ? Comment rendre un problème linéairement séparable? Alors en fait, c'est la raison pour laquelle les gens ont travaillé pendant des années sur des systèmes d'extraction de caractéristiques, avec l'idée qu'en extrayant des caractéristiques appropriées, le problème deviendrait, sinon linéairement séparable, en tout cas plus facile à résoudre pour un classifieur. Alors, il y a une ruse très classique et très facile à faire, qui est simplement d'augmenter les dimensions. Donc si on prend, comme à cause du théorème de Cover, une fonction a plus de chances d'être linéairement séparable si elle est représentée par des vecteurs de grande dimension. Il suffit d'augmenter la dimension. Donc au départ, notre problème peut-être reçoit des vecteurs à 3 dimensions. Si on fait la reconnaissance d'image, ça fait une image à 3 pixels. C'est pas très intéressant, mais enfin bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une transformation de ces espaces qui va augmenter la dimension. Cette transformation doit absolument être non linéaire. Si elle est linéaire, elle ne fait rien pour nous parce qu'elle va simplement projeter les points dans un espace de plus haute dimension, mais les points qui étaient alignés dans l'espace original vont toujours être alignés dans l'espace de destination. Et donc il faut absolument que cette transformation soit non linéaire. Et en fait, c'est l'idée d'un extracteur de caractéristiques. Donc on s'arrange pour concevoir cette boîte, augmenter les dimensions de la représentation, et ensuite on branche notre classifieur linéaire préféré avec notre fonction de coût préférée aussi, I-square, perceptron ou régression logistique. Il y en a d'autres aussi, des fonctions, comment dire, je perds mes mots en français, hinge, donc les fonctions de coût à charnière, j'imagine. Alors voilà une manière très simple d'augmenter la dimension de manière non linéaire, auquel les gens ont pensé depuis assez longtemps, qui consiste à prendre des produits des entrées. C'est-à-dire que si on a deux variables ici, à la sortie de cet extracteur de caractéristiques, donc c'est un petit peu indépendant du problème, on prend les deux variables originales, leur carré et leur produit. D'accord ? Et maintenant, si on prend une combinaison linéaire de ces variables, la fonction qu'on obtient, la fonction de décision, la surface de décision, va être une section conique, d'accord, une courbe quadratique. Donc en fonction des paramètres, ça va être une ellipse ou une parabole, une hyperbole. Donc ça donne un peu plus de flexibilité. Mais il y a quand même un problème avec cette idée, c'est que d'abord on ne peut pas augmenter le degré de trop, et que par ailleurs ça ne marche pas en grande dimension. Alors si on prend par exemple un problème très simple de reconnaissance de chiffres manuscrits, où les images sont représentées par une matrice de 16 pixels par 16 pixels, donc il y a 256 variables. Au degré 2, si on prend tous les produits de toutes les variables, on se retrouve avec 32 000. Degré 3, on se retrouve avec 2,8 millions. Degré 4, 250 millions. Ça explose assez vite. Donc ce n'est pas vraiment
pratique pour des problèmes de dimension relativement élevées, certainement pas pour les images. Alors voilà une autre idée, plutôt que de faire quelque chose qui est complètement, disons, qui permet de calculer un polynôme, pourquoi ne pas représenter l'espace comme une collection de régions, et que ces fonctions de base, en fait, qui sont utilisées par l'extracteur de caractéristiques, vont s'activer quand le point d'entrée est dans une région particulière. Donc par exemple, si l'entrée est un scalaire, est une seule variable, on peut mettre des fonctions comme ça, des petites fenêtres étagées, qui fait que quand le point x tombe à une valeur particulière, une de ces sorties, phi3 dans cet exemple, va prendre une valeur assez grande, tandis que les autres vont prendre des valeurs relativement petites. Alors le problème de ça, naturellement, c'est que c'est pareil, on est victime de la fatalité de la dimensionnalité, qui fait que si maintenant notre variable a plusieurs dimensions, pour arriver à paver l'espace avec des fonctions comme ça va nous coûter une fortune, enfin beaucoup de pavés. Donc ça ne marche pas avec plus de quelques dimensions. Alors il y a une ruse un petit peu plus futée maintenant qui consiste à dire pourquoi mettre ces fonctions de base, pourquoi mettre ces fenêtres quoi, qui réagissent à un x particulier partout, y compris à des endroits où on n'a peut-être pas de données dans notre ensemble d'apprentissage. Donc une idée assez naturelle est de dire on va simplement mettre ces bumps, ces petites collines, aux endroits où on a des points d'apprentissage. Et il y a pas mal de techniques pour les positionner. La méthode la plus simple, c'est simplement mettre une de ces collines autour de chaque point d'apprentissage. D'accord ? Donc maintenant, si on a P exemple d'apprentissage, on se retrouve avec un vecteur de caractéristiques qui a P dimensions, dans lequel, quand on donne un des exemples d'apprentissage, une de ces fonctions va être activée, va prendre une grande valeur, et toutes les autres vont prendre des petites valeurs, puisqu'elles ne sont pas au même endroit et elles sont probablement relativement étroites. Et c'est ça qu'on appelle les méthodes à base de kernel, de noyaux. Donc kernel-based methods, ou méthode à base de noyaux en français. C'est l'idée d'avoir une colline. Donc le K ici, c'est une fonction de colline. Si on écrit colline avec un K, ça veut dire kernel. xk, c'est un exemple d'apprentissage particulier, et k de xxk est une fonction symétrique, donc on peut inverser les deux arguments, qui nous dit si x et xk sont proches l'un de l'autre, essentiellement. Donc ça prend en général une grande valeur quand ils sont proches, une petite valeur quand ils sont loin, mais ça peut être le contraire. Et notre fonction discriminante va être une combinaison linéaire avec des poids de ces collines. Alors ça, c'est amusant parce que ça nous donne un paramètre ajustable par exemple d'apprentissage. Et donc si on rend ces collines suffisamment étroites, on peut complètement apprendre exactement sans erreur l'ensemble d'apprentissage. Et bien sûr, ce n'est pas particulièrement intéressant parce que ce qui nous intéresse, c'est une bonne performance sur l'ensemble de tests. Mais il y a plein de maths très, très jolies qu'on peut faire autour de ça, qui ne concernent pas l'apprentissage profond, mais tout ce qui concerne les machines à vecteurs de support, etc. Donc on peut voir que les machines à vecteurs de support sont des espèces d'architectures en termes de blocs fonctionnels, si vous voulez. Une architecture très simple à deux niveaux, dans lequel le premier niveau en fait, compare le vecteur d'entrée à tous les exemples d'apprentissage, ou un bon sous-ensemble des exemples d'apprentissage en cas des machines à vecteurs de support. Donc chacune de ces boîtes sort un score de ressemblance qui est calculé avec cette fonction K. D'accord ? Et ensuite, il y a une combinaison linéaire. Donc on peut voir ça comme une espèce d'extraction de caractéristiques relativement simple à partir de la fonction K, et puis ensuite une combinaison linéaire. Le problème, bien sûr, c'est qu'il faut inventer une fonction K pour chaque nouveau problème. C'est rare qu'une fonction K générique va bien marcher pour un problème général, comme disons la reconnaissance d'image. Si on donne des pixels ici, et qu'on utilise ici simplement une distance entre images en calculant les différences de pixels,
ça ne va pas marcher très bien. Mais il y a des maths très, très jolies à faire autour, ce qui a beaucoup intéressé la communauté de recherche académique en apprentissage automatique. Mais il ne faut pas se laisser hypnotiser par la théorie. Ce n'est pas parce que la théorie est jolie ou parce qu'on peut faire beaucoup que nécessairement la méthode marche bien. Alors, il y a quand même un intérêt à ces méthodes, c'est que, disons qu'il y a une idée dans ces méthodes qu'il faut retirer. C'est le fait que les machines à base de noyaux sont surparamétrisées, c'est-à-dire que le vecteur de caractéristiques a autant de dimensions qu'on a d'exemples. Donc il y a énormément de flexibilité pour classifier l'ensemble d'apprentissage. Et donc l'idée de base de ces méthodes, c'est rendre le modèle suffisamment flexible, donc de dimensions suffisamment élevées, pour qu'il soit suffisamment flexible pour apprendre l'ensemble d'apprentissage exactement ou correctement. Et ensuite régulariser, c'est-à-dire mettre une pénalité sur la nature de ces poids ici, de manière à s'assurer que le système donne de bonnes performances sur un ensemble différent. Et pour essayer de minimiser la taille du système. Donc la régularisation typique d'une machine, d'une SVM, c'est de mettre une fonction coût qui va faire que le nombre de W ici qui sont non zéro est relativement petit. C'est-à-dire qu'à la fin, on va se retrouver avec une combinaison linéaire relativement éparse. On peut dire ça en français, éparse? Sparse, quoi. Et qui va avoir un relativement petit nombre de coefficients non zéro, qui permet d'avoir des garanties meilleures sur la généralisation. Donc il y a des tas de théorèmes qui viennent de Vapnik et d'autres qui disent que l'erreur que le système va produire sur des exemples qui n'ont pas été présentés pendant l'apprentissage va être d'autant meilleure par rapport à l'erreur sur l'exemple d'apprentissage, sur l'ensemble d'apprentissage, que le nombre de termes non zéro dans W à la fin est petit. Et les XK pour lesquels les W sont non zéro s'appellent les vecteurs de support, d'où le nom machine à vecteurs de support. Alors tout ça, c'est de l'apprentissage superficiel, disons, par opposition à l'apprentissage profond. Je ne vais pas vous embêter avec ça trop longtemps. Mais c'est un petit peu pour jeter les bases, pour voir un petit peu le rapport qu'il y a entre ces méthodes à noyaux qui étaient très usitées, qui sont toujours très utilisées, et les réseaux de neurones en particulier. Alors maintenant, si on passe au réseau de neurones le plus simple, l'architecture d'un réseau de neurones le plus simple, c'est en fait très similaire. On a une première couche qui consiste à prendre le vecteur d'entrée, calculer le produit scalaire de ce vecteur d'entrée avec une série de vecteurs de poids. Donc chacune de ces boîtes en fait, peut être vue comme une unité qui calcule une somme pondérée et qui passe le résultat par une fonction sigmoïde, par exemple. Donc qui prend une décision élémentaire sur la nature de l'entrée. Et chacune de ces boîtes prend une décision élémentaire différente avec des poids différents. Et ensuite, on prend les sorties de ça, on les combine linéairement. Et la différence avec SVM et autres, c'est qu'on va non seulement apprendre les poids qui sont en sortie ici, qui combinent linéairement les sorties de ces modules, mais on va aussi apprendre les poids qui sont à l'intérieur de ces modules par descente de gradient. Alors, je ne vais pas expliquer tout de suite comment on fait ça, parce qu'il y a une méthode un petit peu générale pour faire ça que je vais expliquer par la suite. Donc si on regarde l'architecture des systèmes de reconnaissance, disons, qui étaient utilisés jusqu'à l'émergence de l'apprentissage profond, pour, par exemple, la reconnaissance de la parole ou la reconnaissance de l'image, c'était un petit peu tous basés sur le même pipeline, un peu. En général, un pré-traitement fixe qui extrait des motifs locaux dans le temps et l'espace pour le cas des sons et locaux dans l'image pour le cas des images.
donc qui ont doux nom de MFCC ou SIFT ou HOG. Donc SIFT veut dire Shift Invariant, je ne me rappelle même plus ce qu'elle veut dire. Feature Transform, voilà. HOG, c'est Histogram of Oriented Gradients. Et MFCC, Male Scale Correlation Coefficient. Donc c'est des méthodes qui ont été développées au cours de plusieurs décennies, mais qui sont fixes. Alors au lieu de brancher un classifieur directement dessus, en fait, la plupart des méthodes récentes, disons jusqu'à l'apprentissage profond, utilisaient un étage intermédiaire dont le seul but, en fait, est d'augmenter les dimensions de la représentation. Donc à la sortie de cet extracteur de caractéristiques, on a une représentation d'une dimension particulière. Donc dans le cas de la parole, par exemple, typiquement ici, ça correspond à un vecteur d'une trentaine de dimensions toutes les 10 millisecondes. Donc un mot d'une seconde va être une série d'une centaine de vecteurs de dimension 30, typiquement, ou 40. Pour ça, ça va être un vecteur de dimension typiquement 128 pour chaque endroit sur l'image. Donc chaque petit endroit sur l'image, c'est SIFT ou HOG et extrait un vecteur de caractéristiques de dimension 100, typiquement. Mais en fait, cette dimension-là n'est pas assez grande pour faire du bon travail de classification. Donc la deuxième étape est une transformation non linéaire qui étend la dimension et qui transforme ces vecteurs de manière à ce qu'ils soient sparses. J'ai encore utilisé mon anglais, donc qui veut dire avec beaucoup de zéros ou de petites valeurs et un relativement faible nombre de valeurs significatives qu'ils ont. Alors typiquement, on peut faire ça avec des méthodes de clustering ou par K-means, ou mixeur de Gaussienne, ou sparse coding, etc. Mais finalement, quand on regarde les architectures profondes qu'on entraîne, quand on regarde le détail des architectures, c'est très très similaire à la fin. Au lieu que les paramètres de cette architecture soient produits à la main par des ingénieurs, elles sont apprises, mais à part ça, l'architecture elle-même est relativement similaire. Donc bien sûr, l'idée de l'apprentissage profond, c'est de pouvoir empiler les modules et de rendre chaque module entraînable. Et je vais commencer par quelques motivations qui expliquent pourquoi c'est une bonne chose. Alors, comme je l'ai dit dans la leçon inaugurale, c'est une forme de boutade, mais ces techniques d'empilement marchent bien grâce au fait que la plupart des données naturelles sont compositionnelles, si on peut dire ça en français, c'est-à-dire que une scène complète peut être d'abord vue comme une collection de motifs locaux, donc par exemple des contours orientés, etc. C'est des assemblages ou des combinaisons de contours orientés dans une petite région peuvent former des motifs qui peuvent constituer par exemple une partie d'un objet, comme un œil, une bouche, etc. Et puis, en assemblant ces motifs au niveau suivant, on peut détecter des objets un peu plus compliqués, comme une main, qui est donc un assemblage de doigts, enfin de contours arrangés de manière particulière. Et au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, on a des détecteurs, si vous voulez, qui détectent des combinaisons de plus en plus abstraites et compliquées et grandes sur l'image. Donc c'est une espèce de justification intuitive à cause du fait que le monde est constitué de combinaisons de parties élémentaires assemblées de manière hiérarchique. Ces systèmes hiérarchiques ont une bonne chance de fonctionner. Mais c'est un argument un petit peu philosophique, ce n'est pas un argument très technique. Alors ce type de compositionnalité existe non seulement dans les images, mais aussi dans le texte, dans la parole, etc., dans lequel des éléments constitutifs sont assemblés pour former des choses plus compliquées. C'est ce qui fait que le monde est compréhensible, et donc il y a cette boutade, le monde est compositionnel, où Dieu existe. Si le monde n'était pas
Ce que ça veut dire, c'est que si le monde n'était pas compositionnel, il faudrait un miracle pour arriver à comprendre le monde. Ça se rapporte aussi à une boutade de Einstein, la chose la plus incompréhensible est que le monde est compréhensible. Donc si on est convaincu de cette idée qu'il faut plusieurs étages à une machine pour arriver à faire du bon travail, maintenant on fait face à la question de quelle fonction chacune de ces boîtes doit calculer. Et si on les entraîne, l'algorithme d'apprentissage doit en fait arriver à faire en sorte que chacune de ces boîtes apprenne des choses qui sont utiles les unes aux autres. C'est-à-dire que les boîtes du bas produisent des caractéristiques ou des détecteurs de motifs qui sont utiles à assembler pour la couche d'après, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à, par exemple, des catégories si on veut faire de la catégorisation. Et donc le problème que ça nous pose, c'est le problème d'apprendre de bonnes représentations du monde. Donc c'est beaucoup plus compliqué que simplement apprendre à classifier. Il faut apprendre à représenter avant de classifier. Et là, il faut apprendre à représenter à plusieurs niveaux. Et donc ce qu'apporte l'apprentissage profond, c'est la capacité à apprendre des représentations hiérarchiques du monde. Enfin, des données, d'une manière générale. Et en fait, ça se rapproche de questions que les gens qui travaillent sur les neurosciences et sur la psychologie expérimentale, sur les sciences cognitives, etc., et sur l'intelligence artificielle de manière générale, se posent depuis longtemps. Comment apprendre à représenter le monde? Comment le cerveau apprend à représenter le monde en l'observant? En intelligence artificielle, comment construire des systèmes qui apprennent à représenter le monde, etc. Et l'hypothèse de base un petit peu de l'apprentissage profond, c'est qu'il suffit d'une règle d'apprentissage simple qu'on applique à tous ces modules et le système va se débrouiller pour apprendre ce qu'il faut. Alors quand on y pense, simplement avoir l'espoir que ça marche, que ce genre d'approche puisse marcher, c'est un petit peu présomptueux. Et en fait, une des grandes raisons pour lesquelles les gens sont... disons, n'ont pas cru au réseau neurone pendant assez longtemps, c'est que justement cette idée a l'air un petit peu folle, quoi. Alors bien sûr, il y a l'exemple du système visuel humain, enfin des animaux d'une manière générale, et du cortex auditif aussi, qui montre que le traitement dans le cerveau est hiérarchique, donc aussi procède par étapes successives. Alors, il y a des travaux très intéressants. J'ai volé cette image à Simon Thorpe, qui est un chercheur au CNRS en France, qui en fait a montré il y a assez longtemps que le traitement dans le cortex visuel est extrêmement rapide. C'est-à-dire malgré que le cortex visuel représente une grosse partie du cerveau, à peu près entre un quart et un tiers du cerveau. Donc on consomme une énergie énorme en fait à la vision. Que ce processus est hiérarchique, composé de plusieurs étapes. Et un des arguments qu'il a avancé est que pour la reconnaissance rapide d'objets de tous les jours, ce processus est essentiellement feed-forward. C'est-à-dire il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de calcul compliqué d'inférence, etc. C'est essentiellement juste un calcul feed-forward. La raison pour laquelle il a dit ça, c'est qu'il a une estimation du temps que prend le signal pour aller de la rétine au corps genouillé, latéral, et puis V1, V2, V4, etc. Et si on compte le délai enfin, combien de temps ça prend pour un spike en fait, de passer une synapse, il n'y a pas le temps pour beaucoup de synapses ici. Donc le processus, en gros, prend une centaine de millisecondes pour la reconnaissance d'objets simples. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps pour le feedback, il n'y a pas de temps pour beaucoup de couches, une dizaine de couches peut-être, un peu plus que ça. Donc du coup, des gens comme moi et d'autres sont jetés sur l'occasion pour dire, ça veut dire qu'on peut faire de la vision relativement compliquée avec des systèmes feed-forward, bien qu'il y ait beaucoup de feedback dans le cerveau. On va ignorer ça pour l'instant.
Et on va construire des réseaux de neurones qui sont entièrement feed-forward, sans boucle. Alors, donc on arrive à ces architectures multiniveaux, multicouches, mais en fait, dans la littérature de l'apprentissage profond, il y a plusieurs types de modèles profonds. Il y a des modèles profonds feed-forward, comme ceux que je viens de mentionner. C'est ceux qui sont en grande majorité utilisés pour la reconnaissance. On utilise aussi des réseaux récurrents. Mais la première chose qu'on fait pour les entraîner, c'est de les déplier, pour les transformer en réseau feed-forward, donc sans boucle. Donc en fait, on les ramène à des modèles comme ça. Il y a aussi d'autres modèles qu'on pourrait appeler des modèles génératifs, dans lesquels l'entrée est ici, et le modèle en fait ne calcule pas dans ce sens-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de trouver une sortie qui expliquerait l'entrée. Donc c'est ce qu'on appelle des modèles génératifs. On peut voir ça comme des espèces de modèles qui sont un peu à l'envers, disons. C'est extrêmement lent. C'est très apprécié des gens qui aiment bien les méthodes bayésiennes, parce que c'est les modèles génératifs bayésiens où, au lieu de calculer une probabilité d'une sortie étant donné une entrée, on peut utiliser l'inversion bayésienne pour calculer la probabilité de l'entrée étant donné la sortie, et puis trouver la sortie qui reconstruit le mieux l'entrée. C'est pas efficace, et c'est pas beaucoup utilisé en pratique, mais c'est intéressant conceptuellement. Et puis, il y a des modèles un petit peu... Donc, il y a un modèle ancien et puis des modèles plus récents qui utilisent en fait des connexions bidirectionnelles pour des raisons un petit peu compliquées sur lesquelles je reviendrai à la fin des sessions de cours, dans quelques semaines. En particulier, des modèles qui s'appellent les machines de Boltzmann profondes ou les auto-encodeurs empilés. Bon, pour l'instant, ça va rester un peu mystérieux. On va se concentrer surtout sur les réseaux feed-forward et puis les réseaux récurrents qui sont dépliés, donc qui sont d'une certaine manière toujours des réseaux feed-forward. Au niveau apprentissage, pour l'instant, ce que j'ai mentionné, c'est l'apprentissage supervisé, mais bien sûr, il y a des techniques d'apprentissage non supervisé. Donc non supervisé, ça veut dire qu'il n'y a pas une image et une étiquette, il n'y a que des images, et le système doit découvrir la structure cachée de la nature. Ce n'est pas un problème très bien défini, et un problème majeur avec l'apprentissage non supervisé, c'est qu'on ne sait pas mesurer si un système marche bien. On a des critères un petit peu arbitraires pour ça. Donc je n'en parlerai que dans les deux derniers cours, au mois d'avril. Mais il y a une méthode qui, en fait, a redémarré l'intérêt de la communauté pour les réseaux neurones, qui est une combinaison d'apprentissage non supervisé et supervisé, dans lequel on entraîne un système, d'abord on le pré-entraîne de manière non supervisée, et ensuite on le raffine de manière complètement supervisée. Et c'est une méthode sur laquelle les gens travaillaient beaucoup entre, disons, 2005 et 2010 ou 2011. Un type de méthode sur laquelle les gens travaillaient beaucoup. La raison étant que jusqu'à cette époque-là, les bases de données d'entraînement étaient relativement petites, et donc il y avait un avantage à entraîner une machine de manière non supervisée avant d'utiliser la base de données supervisée, qui est en général de taille réduite. Donc on arrivait à des augmentations de performance, des systèmes avec moins d'erreurs, si on faisait un pré-entraînement non supervisé. Mais tout ça a été d'une certaine manière balayé par le fait qu'on a commencé à avoir accès à des bases de données très grandes. Et du coup, l'avantage de l'apprentissage non supervisé a diminué, et les gens se sont un petit peu détournés de la recherche dans ce domaine-là. Ça va revenir. La raison pour laquelle ça va revenir, c'est qu'il y a tout un tas de problèmes qu'on ne peut pas résoudre. On ne peut pas imaginer de les résoudre autrement qu'avec de l'apprentissage non supervisé. Et j'y reviendrai à la fin des deux derniers cours. Alors, voilà pourquoi les gens, en particulier les gens qui sont un petit peu intéressés par la théorie, ont résisté à disons, l'émergence de l'apprentissage profond. C'est à cause d'un théorème très simple, c'est que si on paramétrise une fonction de décision de cette manière-là, donc une machine à kernel, enfin un noyau, on peut montrer qu'on peut approximer à peu près n'importe quelle fonction de ce type-là, en choisissant bien le noyau.
ou pour un réseau de neurones, on peut montrer qu'on peut approximer n'importe quelle fonction à peu près aussi près qu'on veut, avec simplement 2 couches. Donc du point de vue théorique, pourquoi aurait-on besoin de plus de couches que 2 si on peut approximer n'importe quelle fonction aussi près qu'on veut avec simplement 2 couches? Et ces théorèmes d'approximation de fonctions avec un réseau de neurones à 2 couches datent de la fin des années 80, donc c'est pas récent, et en fait se basent sur des résultats bien plus anciens en mathématiques. Donc d'une certaine manière, ces machines sont universelles. Pourquoi se casserait-on la tête à imaginer des choses plus compliquées? Et la raison, c'est que ces machines peuvent bien sûr approximer n'importe quelle fonction aussi près qu'on veut, mais pas forcément de manière efficace. C'est-à-dire qu'il se peut très bien qu'ici, le P qui soit nécessaire pour approximer une fonction particulière ici soit extrêmement grand. En fait, vraiment extrêmement grand. Donc pour vous donner une idée, cette fonction K est censée comparer deux vecteurs d'entrée. Donc imaginons qu'on veut faire la reconnaissance d'image directement sur des pixels, ce qui est une mauvaise idée, mais enfin, pour ce genre de méthode. Donc la fonction K mesure la ressemblance entre 2 images simplement en comparant les pixels. La somme des carrés des différences de pixels, par exemple. Donc la distance euclidienne entre les images considérées comme des vecteurs de pixels. Si on veut faire la reconnaissance qui marche bien, on devrait pouvoir avoir un système qui, quand on prend une image de cette chaise et qu'on la compare avec une image de cette chaise, dont la même chaise un petit peu tournée, l'image va être complètement différente au niveau des pixels. Très peu de pixels vont être communs. Les contours vont être à des endroits différents. De même, si on ne bouge pas la caméra et qu'on bouge la chaise va pas être au même endroit dans l'image, et donc calculer des différences de pixels va donner une grande distance, même bien que ce soit le même objet. Donc le problème de ça, c'est que si on veut un système qui reconnaisse ce type de chaise dans n'importe quelle position, sur n'importe quel fond, n'importe quelle taille, n'importe quelle orientation, il va falloir beaucoup d'exemples avec lesquels la comparer. Donc ça va commencer à faire exploser le P. Par ailleurs, il va falloir aussi avoir des exemples de toutes les chaises. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de penser que ce prototype de chaise va marcher pour reconnaître un autre type de chaise. Il y a beaucoup de variabilité dans les chaises, il y a beaucoup de variabilité dans les animaux, les gens, les objets de manière générale, les bâtiments. Donc il n'y a vraiment aucune raison, enfin, il n'y a aucun espoir qu'une méthode par comparaison de pochoirs, si vous voulez, de prototypes, puisse marcher au niveau des pixels. Donc ça, c'est un petit peu l'argument qui tue, mais il faut, pour arriver à convaincre la communauté scientifique que c'est le cas, il faut faire une expérience qui montre que ça ne marche effectivement pas. Et malheureusement, ce n'est pas une preuve que ça ne marche pas, ça prouve simplement qu'on n'a pas réussi. Mais peut-être une autre méthode un petit peu différente le ferait. Donc c'est très difficile de prouver ça. Mais quand même, il y a des signes dans la théorie des circuits. Alors, il y a beaucoup de résultats récents là-dessus, principalement qui viennent du labo de Yoshua Bengio à l'Université de Montréal, sur la complexité des fonctions qui peuvent être représentées par des systèmes multicouches. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais je vais vous donner juste 2 exemples un petit peu intuitifs. Et c'est des exemples, je pense, qui paraissent un petit peu naturels quand on a écrit quelques programmes. C'est le fait qu'il y a toujours un compromis entre la place en mémoire occupée, disons la taille qu'occupe le programme en mémoire, si vous voulez, avec les données, et le temps qu'il met à calculer. Donc, on va en rester au circuit. Donc, imaginons qu'on veut construire un circuit qui calcule la parité de n bits. Donc, on a n bits, disons 10 bits. Donc, il y a 1024 possibilités. Et on veut une fonction qui sorte juste un bit. On peut voir ça comme un classifieur. Si le nombre de bits allumés dans l'entrée est pair, et éteint si c'est impair. D'accord? Donc, parité, simplement. Alors, on peut calculer la parité avec un système à 2 couches, dans lequel on fait des et des ou. On doit faire des noms aussi, mais disons essentiellement à 2 couches. Donc, un peu équivalent au système à 2 couches comme les SVM ou les réseaux de neurones à 2 couches.
Mais c'est très inefficace. Il faut un nombre exponentiel, en fonction de la taille de l'entrée, il faut un nombre exponentiel d'unités intermédiaires pour pouvoir faire ce calcul. Alors que si on se permet d'avoir n couches, enfin log n couches en fait, log en base 2, à ce moment-là, c'est linéaire. La complexité du circuit est linéaire. Et l'explication est très simple. On prend 2 bits, on calcule le ou exclusif de ces 2 bits, donc ça nous dit si le nombre de bits allumés est pair ou impair pour ces 2 bits. On fait ça pour toutes les paires de bits. Ensuite, on prend les sorties de ces choses-là et on les combine aussi avec des ou exclusifs. Donc on fait un arbre de ou exclusifs. Donc le nombre de couches, c'est 2 fois le log en base 2 du nombre de bits, 2 fois parce qu'un ou exclusif prend 2 couches. Et on a un résultat avec une complexité du circuit qui est linéaire par rapport au nombre de bits d'entrée, par opposition à être exponentielle si on insiste pour avoir 2 couches. Un autre exemple qui est un petit peu intuitif, c'est par exemple si on a deux chiffres représentés par leur séquence binaire, donc en binaire, et qu'on veut calculer la somme de ces 2 chiffres. En fait, on veut calculer simplement le bit le plus significatif de la somme. On peut le faire en 2 couches, mais c'est très cher, il faut un circuit très gros. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple de le faire en autant de couches qu'on a de bits, en simplement additionnant les bits 2 à 2 et en propageant la retenue. Là, la quantité de matériel dont on a besoin est linéaire en fonction du nombre de bits. Donc ce sont 2 exemples qui montrent qu'on peut passer d'un circuit de complexité exponentielle, ou en tout cas de complexité élevée, à un circuit de complexité linéaire, ou en tout cas de complexité pas trop horrible, simplement en rajoutant des couches, en se permettant d'avoir plus que 2 couches. Alors c'est un petit peu difficile d'obtenir des résultats comme ça généraux pour des circuits qui ne sont pas des circuits binaires, pour faire en utilisant des circuits à seuil, par exemple, enfin des unités à seuil, comme on utilise dans les réseaux de neurones. Mais c'est quand même possible, il y a des résultats sur le nombre de régions qu'un réseau de neurones à k couches, par exemple, peut séparer, et c'est exponentiel en k. Voilà, donc ça, si vous êtes habitué aux méthodes à base de noyaux, c'est juste pour montrer que les méthodes à base de noyaux ne sont pas profondes, parce qu'elles ont essentiellement 2 couches. Alors, il y a une autre raison qui fait que les gens étaient un petit peu réticents à adopter les méthodes d'apprentissage profond, c'est le fait que c'est un petit peu un cauchemar pour un théoricien. Comme les fonctions de coût à optimiser ne sont pas convexes, comme on va le voir dans quelques minutes, c'est très difficile de faire des preuves de convergence, c'est très difficile de faire des preuves de bornes de généralisation, comme on fait en théorie de l'apprentissage d'habitude. Et donc c'est ce qui rebute un petit peu les théoriciens qui disent « mais bon, c'est pas convexe, je peux rien dire ». Mais c'est pas parce qu'on n'a pas encore fait de la théorie sur un système qu'il ne faut pas travailler dessus, particulièrement s'il marche bien. C'est un petit peu comme l'histoire habituelle du gars qui est dans la rue et qui prend un réverbère et qui cherche, qui regarde partout, et puis une autre personne arrive derrière, dit qu'est-ce que vous cherchez? Il dit j'ai perdu mes clés. Où est-ce que vous avez perdu vos clés? Là-bas. Mais pourquoi vous cherchez là? Parce que c'est là qu'il y a la lumière. Alors d'une certaine manière, tous les apprentissages intéressants sont non convexes. Alors la notion de convexité, donc quand on fait l'entraînement d'une machine à apprentissage, on peut voir ça comme une minimisation d'une fonction par rapport aux paramètres de la machine. Et si cette fonction a un seul minimum, et si elle est convexe, on peut prouver que les tas d'algorithmes vont converger. Mais si elle n'est pas convexe, ou si elle n'est pas convexe d'une manière qui fait qu'elle a plusieurs minima qui sont déconnectés, c'est encore plus compliqué de montrer que ça fait quelque chose de correct. Mais d'une certaine manière, on peut penser que l'apprentissage humain, si l'apprentissage humain minimise une fonction de coût, ce qui n'est pas du tout garanti, l'apprentissage humain n'est pas convexe. Si l'apprentissage humain était convexe, l'ordre dans lequel on apprend les choses n'aurait aucune importance. Parce qu'on arriverait toujours au même minimum, quel que soit l'ordre dans lequel on apprend les choses. Donc on pourrait apprendre, je sais pas, la théorie de Borel avant
l'arithmétique. En fait, bon, il y a tout un tas de théories du développement cognitif de Jean Piaget, etc., qui montrent qu'on développe des concepts simples à partir duquel on développe des concepts plus compliqués, etc., dans des histoires de stades de développement. Et ce qui fait que la pédagogie existe, c'est le fait que... Qu'est-ce que c'est que la pédagogie? C'est mettre des entités entraînables, des étudiants, des élèves, dans une situation où leur fonction de coût les amène à une région intéressante, et puis ensuite, en complexifiant la tâche, on les amène à un état dans lequel ils peuvent résoudre des problèmes nettement plus compliqués que si on les avait laissés patauger tout seuls. Donc, d'une certaine manière, la pédagogie est une réflexion du fait, enfin, l'existence de la pédagogie est un symptôme du fait que l'apprentissage humain ou l'apprentissage animal n'est pas convexe. OK. Alors je vais maintenant passer à comment construire des systèmes profonds pour que les caractéristiques qu'ils extraient, qu'ils apprennent, soient bonnes. Et en fait, ça pose la question de quelle est la nature des bonnes caractéristiques, des bonnes features. D'une certaine manière, ce qu'on voudrait, quand une machine apprend des représentations, des données, quand une machine apprenne à représenter le monde, on voudrait que cette machine apprenne à identifier les paramètres explicatifs, les variables explicatives du monde qui sont indépendantes. D'accord ? Donc, par exemple, il y a un certain nombre de variables explicatives du monde sont des choses qu'on peut relativement bien identifier, comme la position d'un objet. D'accord ? On peut représenter la position d'un objet par 6 paramètres, position et orientation. Et ce qu'on voudrait, c'est à partir d'une grande collection de données qu'un système arrive à trouver quels sont les paramètres explicatifs. Ce qui fait qu'on pourrait ensuite donner une liste de valeurs de ces paramètres explicatifs et peut-être produire une image qui correspondrait à ça. Donc si je vous donne une représentation de la forme de cette chaise, et puis 6 paramètres qui correspondent à sa position et son orientation, vous pouvez dessiner la chaise. C'est ce que font les systèmes de synthèse d'images par ordinateur, aussi simple que ça. Mais bien sûr, c'est le problème inverse qu'on veut faire, c'est-à-dire à partir de données, arriver à découvrir quels sont les paramètres explicatifs. D'une certaine manière, c'est ce qu'on fait tous quand on trouve des explications du monde, c'est ce que font les physiciens quand ils trouvent des théories qui expliquent le monde. Donc c'est quels sont les paramètres explicatifs, par exemple, qui expliquent le mouvement des planètes. Il y en a qui vont les expliquer, mais qui vont être compliqués, puis d'autres explications simples avec un petit nombre de paramètres qui vont mieux expliquer peut-être et mieux prédire. Donc d'une certaine manière, le travail que fait un algorithme d'apprentissage ou une machine d'apprentissage est un petit peu le même qu'une personne qui développe une théorie ou quelque chose comme ça, à un degré plus simple. Donc, prenons un exemple. Si je prends, si vous sortez au téléphone portable et vous prenez une photo de votre voisin ou une photo de moi, et je fais des grimaces, je bouge la tête, etc. Toutes les images, l'ensemble de toutes les images que vous allez capturer de moi faisant des grimaces représentent un certain nombre de points dans l'espace à plusieurs millions de dimensions que va être la photo que vous prenez. Donc si vous avez un appareil récent à, je sais pas, 15 millions de pixels ou quelque chose comme ça, donc ça fait 45 millions de variables parce qu'il y a les 3 couleurs. Donc vous avez 45 millions, un espace à 45 millions de dimensions, ça commence à faire beaucoup.
et l'ensemble de toutes les images de mon visage à un endroit particulier, mais faisant des grimaces, peut-être en tournant la tête, etc., est une surface dans cet espace à 45 millions de dimensions. La question, c'est quelle est la dimension de cette surface? D'abord, est-ce que cette surface est plane? Quelle est sa topologie? Et puis, combien de dimensions est-elle? Quelqu'un a une idée de combien de dimensions elle pourrait avoir? Non, pas d'idée. Le nombre de photos. Non, c'est pas le nombre de photos. Je peux prendre 10 milliards de photos. Le nombre de muscles dans le visage? Ouais, c'est le nombre de muscles dans le visage. Le nombre de degrés de liberté dans un visage, c'est le nombre de muscles dans le visage. Enfin, en tout cas, c'est moins que le nombre de muscles dans le visage. Ça peut pas être plus. En tout cas, le nombre de fibres musculaires, parce que la langue... Bon, si on oublie la langue et les cheveux, d'accord, juste les muscles pour lesquels on a des muscles individuels, le nombre de degrés de liberté dans le visage est limité par le nombre de muscles. C'est de l'ordre d'une cinquantaine, pas plus. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans cet espace à 45 millions de dimensions, la surface formée par toutes les images de mon visage, un visage, n'importe quel visage, va être une surface à une cinquantaine de dimensions, pas plus que ça. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un système d'apprentissage qui en fait découvre, qui peut faire deux choses. La première chose qu'il peut faire, c'est dire si on est si un point particulier, donc une image particulière, est sur cette surface de tous les exemples de visage d'une personne particulière, ou sur les exemples de visage d'une autre personne, ça permettrait de faire la reconnaissance de visage. Et puis savoir où on est sur cette surface permettrait de peut-être reconnaître l'expression, la position des muscles, etc. Puis la position de la tête dans l'image. Et d'une certaine manière, ce qui serait bien, ce serait que le système découvre automatiquement une espèce de paramétrisation de cette surface. Parce que du coup, on pourrait prendre un point sur cette surface et engendrer une image l'image correspondante. Donc c'est ça que je veux dire par trouver les paramètres indépendants explicatifs des données. Donc ça, c'est un peu un idéal. On ne sait pas le faire. C'est un peu dommage. On commence à savoir le faire un petit peu, et je donnerai des exemples quand on parlera d'apprentissage non supervisé, encore une fois dans les 2 dernières semaines. Donc cette surface ne va pas être le manifold de Calabi-Yau, là, ça ne va pas être quelque chose de joli comme ça, ça va être quelque chose d'un peu compliqué. Oui, là c'est donc 56 dimensions. J'ai trouvé ça quelque part. Et une technique d'extraction de caractéristiques qui permettrait peut-être d'isoler les paramètres indépendants serait la suivante. Et en fait, ça se rapproche beaucoup à ce dont j'ai parlé précédemment d'extension de dimension de représentation. On part d'un vecteur d'entrée, on passe ça par une fonction non linéaire qui étend la dimension, donc très similaire à la fonction phi dont je parlais au début du cours. Et ensuite, donc le rôle de cette fonction, en fait, est de séparer, de désaligner et de casser les morceaux de l'espace qui sont sémantiquement différents. Donc de dire ce visage ne sont pas le même, etc. Donc mais peut-être de manière un petit peu aveugle, mais chaque élément, chaque composante dans ce vecteur, en fait, prend une décision élémentaire. À cause de la non-linéarité, et en fait, on peut nous dire le vecteur d'entrée est dans une région ou pas, dans une région particulière ou pas. Donc c'est cette extension de dimension qui casse et désaligne les points, qui rend des ensembles de points plus facilement séparables. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est une agrégation, donc une opération qui réduit la dimension de nouveau et qui recolle les morceaux, les choses qui sont sémantiquement similaires. Alors c'est un petit peu abstrait si je dis ça comme ça, mais voilà un exemple un petit peu plus concret. Donc imaginons qu'on a des images qui sont représentées par deux dimensions, 2 pixels. Okay, bon là j'ai représenté des images qui font plus que 2 pixels, mais imaginons qu'elles font que 2 pixels pour
L'exemple ici, enfin, disons qu'il y a deux dimensions qui sont pertinentes. Alors ça, c'est une série d'exemples de 3 qui sont tournés, une série d'exemples de 8 qui sont tournés. Ce 8 et ce 3 sont très similaires l'un à l'autre, donc leurs vecteurs sont très proches, parce qu'en fait, leurs pixels sont quasiment tous les mêmes. La seule différence entre ce 8 et ce 3, c'est que le 8 a un petit peu plus de pixels noirs là, pour fermer les boucles. Mais autrement, c'est les mêmes pixels. Donc en termes de distance dans l'espace vectoriel de pixels, ils sont très proches. Mais par contre, ce 3 et ce 3 ne sont pas proches, parce qu'ils n'ont quasiment aucun pixel en commun. Alors là, on ne peut pas séparer les 3 des 8 avec une ligne, si on veut faire un classifieur simple. Mais voilà ce qu'on peut faire. On peut rajouter une dimension, donc passer de 2 à 3. Et cette troisième dimension, en fait, indique d'une certaine manière si on est de la partie gauche ou de la partie droite de l'écran. Okay. Donc on a ces points maintenant qui sont un petit peu étendus, comme ça, et puis peut-être un petit peu dépliés aussi. Donc c'est une transformation non linéaire. Et puis ensuite, on peut projeter ces transformations de nouveau sur deux dimensions, et maintenant les choses sont devenues séparables. Peut-être un autre exemple un petit peu plus parlant serait celui-là. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a 6 unités, donc toujours dans cet espace de dimension, on a 6 unités, et chacune de ces unités, en fait, détecte si un vecteur d'entrée est proche de son prototype. Donc il y a un prototype qui est ici, qui est proche de ces deux exemples, et cette composante du vecteur va s'allumer à 1, par exemple, si un vecteur si un point d'entrée est proche de ces deux prototypes. Celui-là va s'allumer si le vecteur d'entrée est proche de ce prototype-là, etc. Donc on va transformer ici un vecteur à 2 dimensions en un vecteur à 6 dimensions dont une des composantes est allumée et les autres sont éteintes, ce qu'on appelle la quantification vectorielle. On peut faire ça par des méthodes de K-mean, si vous savez ce que c'est. Et donc maintenant, on a une représentation dans laquelle les 3 et les 8 sont séparés. Et il faut recoller les morceaux. Donc ici, on a une unité qui s'allume si celle-là ou celle-là est allumée. Donc c'est simplement une somme avec un seuil très bas entre ces 3 variables. Et celle-là fait la chose correspondante pour les 3. Donc voilà un exemple. Et c'est typiquement le genre de méthode qui était utilisée dans les techniques un peu classiques de reconnaissance d'image et de parole, où on prend le vecteur de caractéristiques extrait par le pré-traitement classique, on étend la dimension avec une méthode de quantification vectorielle ou quelque chose de similaire, qui produit un vecteur très, très sparse avec seulement quelques valeurs non nulles. Et puis ensuite, il y a une autre couche qui recolle les morceaux. Et ça, en fait, c'est une architecture relativement générale qu'on utilise dans presque tous les réseaux profonds, ou disons conceptuellement ce que les réseaux profonds utilisent, dans lequel on a une transformation linéaire, une transformation, donc une matrice. On prend un vecteur ici, on multiplie par une matrice, on obtient un autre vecteur de dimension plus élevée. Ensuite, on va appliquer une non-linéarité à chaque composante. D'accord ? De ça, et ensuite on va avoir une opération qui réduit la dimension et qui recolle les morceaux. Un petit peu sur le modèle ce dont je viens de parler. Mais on va apprendre cette fonction linéaire et on va peut-être apprendre aussi cette fonction d'agrégation. Donc ça, c'est un module de base d'un système profond, et puis on va empiler ce module de base plusieurs fois et entraîner tout ça. Alors maintenant, comment on entraîne? C'est vraiment un peu le vif du sujet, d'une certaine manière. C'est l'algorithme de rétropropagation. Alors, juste pour savoir, donc, combien de personnes ont une bonne compréhension, enfin comprennent bien ce que c'est que la rétropropagation? Ok. Combien de personnes ont joué avec, ont entraîné un réseau de neurones à rétropropagation? Ok. Ça donne une bonne idée. Alors l'idée de la rétropropagation, c'est qu'on va entraîner un système profond comme ça, simplement par descente de gradient. D'accord ? Alors la fonction de coût, ça va être quelque chose qui va mesurer la distance ou l'erreur entre la sortie du système et la sortie qu'on veut. D'accord ? Donc la sortie qu'on veut, on la note Y. On la balance dans une fonction de coût et qui prend dans son autre entrée la sortie du réseau de neurones. Et pour l'instant, on va se cantonner à un réseau de neurones relativement simple, qui est simplement une cascade de modules. Mais on pourrait avoir des architectures plus compliquées que ça.
Alors la fonction de chaque module, c'est une fonction fi pour le module i, qui prend en entrée la sortie du module précédent, donc xi-1, et qui est paramétrée par un vecteur de paramètres w. Enfin, je dis vecteur, mais ça peut être organisé comme une matrice ou un banc de filtre ou un tenseur de dimension quelconque. C'est juste une liste de paramètres. Alors, la question, c'est comment on calcule les gradients. Et ce qu'on fait, c'est très simple, on utilise la règle de dérivation des fonctions composées, ce qu'on appelle chain rule en anglais. Donc un truc très simple. Je vais rentrer un petit peu dans les détails de ça, mais c'est pas exactement ça que je voulais. Ouais, voilà peut-être la meilleure. Alors on a cet empilement de modules. Un module au milieu s'appelle fi de xi-1 wi, et il produit sa sortie qui s'appelle xi. C'est étiqueté dans le mauvais sens d'ailleurs. Ces flèches sont à l'envers. Donc les flèches rouges et vertes, là, devraient être dans l'autre sens. Désolé pour ça. Elles ont l'air d'avoir été inversées par le logiciel pour une raison que je ne comprends pas bien. Peut-être vous montrer l'autre image, alors ce sera peut-être plus simple. Voilà. Ok, donc plaçons-nous dans le réseau, à cet endroit-là. Imaginons qu'on sait... Alors, ce qu'on veut calculer, en fait, c'est le gradient de la fonction de coût, enfin, qui s'appelle une énergie ici, mais c'est une fonction de coût, par rapport aux paramètres de cette boîte, et puis par rapport à ses entrées. Et la raison pour laquelle on veut calculer le gradient de la fonction de coût par rapport aux entrées de la boîte, c'est qu'on veut pouvoir utiliser ça pour justement rétropropager les gradients. Qu'est-ce que c'est qu'un gradient? Donc, imaginons que la collection de tous les paramètres de ce réseau correspond à un point dans l'espace. S'il y a 1000 paramètres, c'est un espace à 1000 dimensions. En réalité, cet espace, dans les systèmes un peu modernes, a plusieurs centaines de millions de dimensions, mais disons qu'il n'y en a que 2 pour l'instant. Donc 2 dimensions, ça veut dire que ça correspond à les coordonnées x, y quand on se promène dans les montagnes. Et l'algorithme de gradient consiste simplement à trouver la direction de plus grande pente, donc la direction qui fait descendre le plus, et faire un pas dans cette direction. D'accord? Donc quelle est la direction où la fonction de coût décroît le plus? Donc la fonction de coût serait l'altitude de la montagne. D'accord? Et ce qu'on essaie de trouver, c'est la vallée la plus basse. Donc quel est ce vecteur de gradient? C'est le vecteur formé par les dérivées partielles de la fonction de coût par rapport à chacun des paramètres. C'est-à-dire qu'on prend l'endroit où on est, on se déplace d'un tout petit peu dans une direction, et on voit de combien l'altitude augmente ou descend. Et quand on fait le rapport entre l'augmentation d'altitude et le déplacement, ça nous donne une idée de la pente dans cette direction-là. C'est la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à cette direction. Puis on peut aussi se déplacer dans l'autre direction. De même manière, on va trouver une pente dans cette autre direction. Et le vecteur de toutes les pentes, pour chacun des paramètres, c'est ce vecteur de gradient. D'accord? Donc l'algorithme d'optimisation, si on utilise un gradient classique, consiste à calculer ce vecteur de gradient et ensuite faire un pas dans la direction inverse du gradient. Parce que le gradient pointe vers le haut, et nous on veut descendre. Donc on a un vecteur qui pointe dans notre dos et on se déplace pour descendre au maximum. Alors, à cause du fait qu'on utilise une méthode de gradient stochastique, on n'a pas une estimation du gradient qui est très exacte, parce qu'on a le gradient pour l'exemple particulier qu'on considère pour l'instant. On ne calcule pas le gradient qui est sur la moyenne de tous les exemples, on calcule juste pour l'exemple considéré. Et donc l'estimation du gradient qu'on a est extrêmement bruitée. Ce n'est pas le vrai gradient. Il faudrait moyenner sur tous les exemples d'apprentissage pour avoir le vrai gradient. Mais en fait, ce n'est pas efficace de faire ça. Donc on le fait sur la base d'un seul exemple, et puis ensuite on passe à l'exemple suivant.
Alors, voilà la raison pour laquelle il faut calculer les gradients. Donc ça, ce sont les gradients par rapport à tous les paramètres de toutes les boîtes. Et en fait, je vais commencer par l'autre, en fait. Donc ceci est un vecteur de gradient qui est le vecteur des gradients de la fonction de coût par rapport aux entrées d'un module particulier. D'accord? Donc c'est de combien augmente pour chaque entrée d'un module particulier. Donc on se passe au module I, on garde chaque entrée du module particulier ici. Et la question est de combien varie la fonction de coût quand on fait varier chacune de ces entrées d'une petite quantité. D'accord? Et la liste de ces variations, ou en tout cas du rapport de la variation de la fonction de coût divisée par la petite variation de chaque variable, nous donne ce vecteur. OK? Un vecteur de pente multiple. Alors, la règle de dérivation des fonctions composées dit simplement la dérivée d'une fonction par rapport à l'entrée d'un module est égale à la dérivée de cette fonction par rapport à la sortie du module, multipliée par une matrice qui s'appelle le jacobien, qui collecte la sensibilité de chaque sortie du module par rapport à chaque entrée. D'accord ? Donc pour savoir comment la fonction de coût va être affectée, si je connais comment elle est affectée par les sorties du module, pour savoir comment elle va être affectée par les entrées du module, il suffit de savoir pour chaque entrée, si je perturbe une entrée d'une petite quantité, comment toutes les sorties vont être perturbées. Donc c'est une ligne de cette matrice. Et si je multiplie ça par ce vecteur, terme à terme, ça me donne, et que je fais la somme, ça me donne de combien la sortie va varier. D'accord ? En fait, ce f de xk moins 1 wk, c'est xk. Donc on voit qu'on pourrait simplifier ce dxk et ce dxk ici, et on obtient dE sur dxk moins 1. C'est aussi simple que ça. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai le vecteur de gradient d'une fonction de coût par rapport à la sortie d'un module, en multipliant par cette matrice qui est en fait la liste de toutes les dérivées partielles de chaque sortie du module par rapport à chaque entrée du module, à ce moment-là, je peux calculer le gradient par rapport à l'entrée du module. Okay? Et ça nous donne une formule de récurrence. C'est-à-dire que je peux faire ça de proche en proche. Je peux faire ça pour le module de sortie. Maintenant, j'ai ces gradients en vert, là. Je peux multiplier par le jacobien de cette boîte, j'obtiens ces gradients verts ici, etc., de proche en proche jusqu'à l'entrée. Ensuite, il y a d'autres termes qu'il faut que je calcule, qui sont les gradients par rapport au paramètre, au W. Et c'est la même chose. Il y a une autre matrice jacobienne, qui est la liste de toutes les dérivées partielles de chaque sortie du module par rapport à chaque paramètre. D'accord ? Et simplement, le gradient de la fonction de coût par rapport à tous les paramètres, c'est le gradient de la fonction de coût par rapport aux sorties du module multiplié par cette matrice jacobienne. Okay, donc chaque module a généralement deux matrices jacobiennes. Donc c'est ça, la rétropropagation, c'est juste deux équations, enfin trois équations, qui disent comment, pour chaque module, qui disent simplement pour chaque module, pour calculer le gradient par rapport aux entrées, si j'ai le gradient par rapport aux sorties, je multiplie simplement par la matrice jacobienne. Et chaque module va être différent. Donc l'étape suivante est de déterminer comment faire ça pour chaque module. Et en fait, la manière dont c'est implémenté, c'est ce qui fait en fait la puissance un petit peu la flexibilité de l'apprentissage profond. Et c'est quelque chose qui me surprend un peu, mais que beaucoup de gens n'ont pas réalisé jusqu'à relativement récemment. C'est que on peut construire un logiciel d'apprentissage profond simplement en ayant une liste de classes, d'objets, si vous voulez, chacun représentant un module d'un type particulier. Et une machine entraînable, c'est simplement un graphe de ces modules assemblés. Et il peut y avoir une mécanique derrière qui calcule la sortie en fonction de l'entrée, calcule les gradients, etc.
Donc voilà un réseau de neurones le plus simple possible. Enfin, peut-être pas le plus simple possible, il y a déjà 3 couches, mais quand même. On prend un vecteur d'entrée, on prend un module linéaire. Alors un module linéaire, c'est un module qui prend un vecteur qui est multiplié par une matrice, et donc qui produit un autre vecteur. Ce module linéaire-là a des biais, un vecteur de biais qui est séparé, donc qui est rajouté, donc fait cette opération-là. Donc la sortie est égale à l'entrée multipliée par une matrice, et on rajoute un vecteur de biais. D'accord ? Et dans pas mal de plateformes logicielles d'apprentissage profond, ça s'appelle le module linéaire. Ensuite, on va mettre une couche, et encore les flèches ont été renversées, je ne comprends pas très bien pourquoi, elles sont censées aller toutes vers le haut. Donc on va mettre ici une couche de non-linéarité scalaire, c'est-à-dire que ça va être un module qui prend chaque composante de l'entrée, du vecteur d'entrée, et qui les transforme de manière non linéaire pour produire les composantes de sortie, traitant chaque composante indépendamment, donc qui applique une fonction non linéaire. Là, j'ai utilisé, ce que j'ai indiqué ici, c'est une fonction qui s'appelle ReLU. Ça veut dire Rectify Linear Unit, c'est une espèce de faux acronyme. Et c'est une fonction très simple, en fait, c'est une demi-rectification, si vous voulez. Donc la sortie vaut 0 si l'entrée est inférieure à 0, et la sortie est égale à l'entrée si l'entrée est positive. D'accord ? Donc c'est une fonction qui vaut 0 quand l'argument est négatif, et qui est l'identité quand l'argument est positif. C'est un peu disons une fonction linéaire très simple. Elle n'est même pas différenciable partout, mais au moins elle est continue, c'est déjà ça. Donc on empile, donc ça c'est un réseau de neurones très, très typique. Un module linéaire, un module ReLU, un autre module linéaire, un autre module ReLU, un module linéaire. Donc c'est un réseau à 2 couches cachées, à 3 couches en fait de paramètres ajustables. Et puis ensuite on va brancher ça dans une fonction de coût qui est dans ce cas ici une distance au carré. Encore une fois, la flèche ici est renversée, je ne comprends pas pourquoi. Ici aussi. Donc toutes les flèches vont vers le haut, qui calcule simplement la distance euclidienne entre le vecteur de sortie ici et un vecteur désiré qu'on voudrait que le système produise. Voilà un autre exemple. Donc c'est plus typique d'un réseau, un réseau à 2 couches, en fait, un réseau de neurones typique à 2 couches. Et là, j'ai mis un exemple de code, comment créer un réseau de ce type-là en Torch. Donc Torch, c'est un des outils de développement, enfin d'expérimentation et développement, de recherche et développement d'apprentissage profond, qui est beaucoup utilisé par Facebook, par DeepMind, donc la branche de Google de recherche en intelligence artificielle. Et c'est utilisé aussi par Twitter et par tout un tas de compagnies. Il y a des gens ici qui ont utilisé Torch? Ok, quelques mains. Quelques startups, y compris les startups parisiennes. Donc ça utilise un langage d'interaction très simple qui s'appelle Lua, qui est disons, c'est un langage un peu à la Python, etc., mais beaucoup plus simple que Python et beaucoup plus léger d'une certaine manière, et plus rapide aussi. Surtout plus rapide, c'est pour ça qu'on l'utilise. Mais bon, la syntaxe est très facile à comprendre. Donc ici, on décide de combien d'entrées on veut. Donc par exemple, on va reconnaître des chiffres manuscrits de la base de données MNIST. C'est des chiffres qui se présentent sur une grille de 28 par 28 pixels. Donc c'est la taille de l'entrée, 28 par 28. On veut 1000 unités cachées et puis 10 sorties parce qu'on a 10 catégories. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée un réseau. Et on crée une instance d'une classe qui s'appelle Sequential. Et Sequential, c'est simplement un espèce de conteneur qui permet d'empiler des modules les uns au-dessus des autres. D'accord ? Très simple. Et on dit à ce conteneur, ajoute un module linéaire dont le nombre d'entrées est 28 par 28, le nombre d'unités cachées est 1000, le nombre de sorties est 1000. Ensuite, ajoute des relus qui s'appellent threshold dans Torch. Ensuite, ajoute encore un module linéaire et ajoute ce module bizarre qui s'appelle logSoftmax, qui est en fait le module préféré qu'on met en sortie d'un système de classification. Et j'y reviendrai dans une minute. Ensuite, on met un module de coût qui est donc NLL, ça veut dire Negative Log Likelihood. Donc
la vraisemblance, disons, moins la vraisemblance, disons, dont on prend le log et qu'on prend moins après. Donc ça, ce critère-là, en fait, dit je voudrais maximiser le système va sortir des logs, des valeurs qui sont des espèces de logs de probabilité. Et ce que je voudrais, c'est que la probabilité que le système sort pour la classe correcte soit le plus grand possible. D'accord ? Je vais lui dire quelle est la classe correcte et je voudrais que la sortie de cette classe correcte soit le plus grand possible et que les autres soient les plus basses possibles. Et comme ce sont des probabilités normalisées, si j'en rends une plus grande, les autres vont devenir plus petites parce qu'elles doivent sommer à 1. Et en fait, je vais faire ça en log. C'est-à-dire, je vais prendre le log de toutes ces probabilités et je vais tirer sur la probabilité que je veux, la rendre la plus grande possible. Automatiquement, ça va pousser sur les autres parce que c'est normalisé. Mais en fait, comme je préfère minimiser plutôt que maximiser, une fonction de coût, ça se minimise, je vais prendre moins le log. Donc c'est ce que fait ce truc-là. C'est en fait une fonction extrêmement simple qu'on va voir dans une minute. Ensuite, on prend un exemple du training set, donc de l'ensemble d'apprentissage, un vecteur d'entrée, un vecteur désiré de sortie, qui est en fait que des zéros avec un 1 à la classe où on veut. Et on peut calculer la sortie du modèle et calculer la fonction de coût. D'accord ? On n'a pas fait l'apprentissage encore. Pour faire l'apprentissage, c'est juste ça. On annule les gradients qui avaient pu s'accumuler précédemment. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier dans Torch. Et puis ensuite, on calcule ce grade output, là, qui est en appelant une fonction qui fait en fait cette phase de rétropropagation dans le réseau. Donc ça, c'est juste la rétropropagation dans le module de coût. Et puis ensuite, il y a la rétropropagation dans le réseau complet, qui prend en argument l'entrée du réseau qu'on avait précédemment et le gradient par rapport, le gradient du coût par rapport à la sortie du réseau qu'on a obtenu avec cette propagation. D'accord ? Donc ça fait la backprop là-dedans, et ça fait la backprop là-dedans. Alors, donc là, c'est un morceau significatif en fait d'une phase d'entraînement. J'ai pas mis l'instruction qui fait la mise à jour de ces paramètres. Mais en fait, ça dépend de l'algorithme d'optimisation qu'on veut utiliser. Ce truc-là calcule le gradient par rapport aux paramètres, et ensuite on peut brancher ça dans un algorithme d'optimisation qui peut faire des choses différentes. Alors il y a tout un tas de modules possibles qui sont en général pré-implémentés dans les systèmes de développement d'apprentissage profond, et qu'on peut assembler les uns avec les autres pour construire des modules compliqués. Alors il y a par exemple le module linéaire dont on a parlé précédemment, le module ReLU qui est juste des fonctions scalaires qui transforment non linéairement chaque composant d'un vecteur. Et puis il y a tout un tas de fonctions de ce type-là. On peut calculer des logs, des exponentielles, des sinus, enfin n'importe quelle fonction scalaire en fait sur tous les éléments d'un vecteur. Une fonction qui peut dupliquer une entrée, donc qui fait une branche, qui ajoute 2 valeurs, qui calcule le max de 2 valeurs ou des valeurs dans 2 vecteurs, et puis cette fonction de log softmax que je vais expliquer dans une seconde. Donc prenons donc ce qu'il faut quand on construit un réseau, en fait, comme c'est un petit peu apparent dans ce diagramme, pour chaque état interne du système, il faut stocker 2 variables. Il faut stocker l'état qui est propagé vers le haut. Encore une fois, les flèches sont à l'envers. Et il faut aussi stocker le gradient du coût par rapport à cet état. D'accord ? Donc quand on construit le réseau, automatiquement, dans le class NN sequential, là, ces états sont créés de manière intermédiaire. En fait, ils sont à l'intérieur des modules, mais peu importe, c'est un état d'implémentation. Alors prenons le module linéaire. Comment fait-on la rétropropagation dans un module linéaire ? Alors la sortie est le produit d'un vecteur d'entrée par une matrice. Et pour la rétropropagation, le gradient
du coût par rapport à l'entrée est égal au gradient du coût par rapport à la sortie, multiplié par une matrice de dérivée de chaque sortie par rapport à chaque entrée. Et en fait, ça, c'est exactement la matrice de poids. D'accord ? Donc, pour différencier une fonction linéaire, si on différencie par rapport à x, on récupère W, c'est tout. C'est pas différent que de la manière dont on différencie une fonction scalaire. D'accord ? C'est juste une fonction linéaire. Et donc, ce qu'on obtient, c'est que le gradient du coût par rapport à l'entrée d'un module linéaire est égal au gradient du coût par rapport à la sortie du module multiplié par la matrice. Alors, un vecteur de gradient, c'est un vecteur ligne. Donc, si on veut représenter ça comme un vecteur colonne, il faut le transposer. Donc, c'est plus intéressant, en fait, c'est plus naturel de le représenter de cette manière-là. Donc, gradient du coût par rapport à l'entrée d'un module transposé, donc maintenant on a un vecteur colonne, est égal au gradient par rapport à la sortie en vecteur colonne multiplié par la transposée de la matrice. Okay. Je n'ai pas fait autre chose que transposer les deux termes ici. Et puis on peut aussi calculer les gradients par rapport au poids. Donc le gradient de la fonction coût par rapport à un poids particulier ij, donc un terme ij dans la matrice de poids, c'est égal au produit de l'entrée j par le gradient i. Et encore une fois, ça s'obtient très simplement par dérivation de fonction linéaire, toute simple. Qu'on peut écrire de manière compacte de cette manière-là, que la matrice, donc c'est une matrice de gradient de la fonction de coût par rapport à la matrice de poids, ça va être de la même taille que la matrice, est égale au vecteur de gradient de la fonction de coût par rapport aux sorties du module multiplié par la transposée de l'entrée. Et donc ça, c'est un produit extérieur, c'est un produit d'un vecteur colonne par un vecteur ligne, et ça donne une matrice. Et cette matrice a la même taille que la matrice de poids. Donc très simple. Si on a une fonction non linéaire individuelle pour un point, c'est aussi très simple. On a une entrée, on applique une fonction non linéaire f à cette entrée, on obtient une sortie. Pour la dérivée, si on a le gradient par rapport à la sortie, on multiplie par la dérivée de cette fonction au point x in et ça nous donne la dérivée par rapport à l'entrée. On multiplie ça par le gradient qu'on avait en sortie et voilà. Donc distance euclidienne qui serait utilisée comme fonction de coût, mais qui peut être aussi utilisée à l'intérieur d'un réseau. Donc là, le module a deux entrées. On les appelait x in et y, et une seule sortie qui est un scalaire, qui est une distance euclidienne entre les deux. Donc c'est la différence entre les deux vecteurs. On prend la norme au carré et puis on divise par deux pour faire bonne mesure. Et ensuite, si on a un gradient ici, il suffit de le multiplier par x moins y pour obtenir le gradient là, ou de le multiplier par y moins x pour obtenir le gradient là. C'est-à-dire que ces deux gradients sont de signes opposés et égaux par ailleurs. Ça, c'est un module amusant parce que dans la direction, donc c'est un module qui copie une valeur, d'accord, ou qui la réplique n fois, ici juste 2 fois. Donc on a une connexion en y. Au moment de la rétropropagation, il faut ajouter les gradients. D'accord ? Parce que si on perturbe cette entrée d'une certaine valeur, les effets sur la sortie vont être la somme des effets de ces deux branches. Et donc si on a des gradients pour chacune de ces branches, il faut les ajouter pour avoir le gradient de la branche d'entrée. Et ce qui est amusant avec ça, c'est que quand on retourne ce module, quand on le fait tourner de 180 degrés, il est toujours valide. C'est-à-dire qu'une somme dans la direction forward est une branche dans la direction backward. Un switch, alors ça c'est un module un peu discret et on pourrait penser que c'est pas très simple de propager les gradients dans un module discret, mais en fait c'est tout à fait possible. Donc on a dans cet exemple ici 4 entrées qui peuvent être des vecteurs ou qui peuvent être des scalaires, peu importe. Et puis on a une variable discrète ici qui sélectionne laquelle de ces entrées va être copiée dans la sortie. D'accord ? Donc c'est un interrupteur, d'une certaine manière, un bouton de sélection.
Et la rétropropagation est très simple. Si on a une valeur ici de gradient, au moment de la rétropropagation, on la copie dans l'entrée et on met les autres à 0. On la copie dans l'entrée qui a été activée pendant la phase de propagation forward et on met toutes les autres entrées à 0. Vraiment très simple. On voit quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc c'est très utilisé pour la classification. C'est un des modules essentiels en fait, qui est utilisé quasiment partout comme le dernier module dans un réseau. C'est ce qu'on appelle softmax. En fait, ça devrait s'appeler soft argmax, mais bon, le nom softmax a été donné, puis ça a pris, et maintenant, il n'y a plus moyen de changer. Donc, c'est un module en fait, qui transforme une série de scores en une sorte de distribution de probabilité discrète, c'est-à-dire une série de nombres positifs dont la somme est 1. D'accord ? Et la méthode pour faire ça est très simple. Ça utilise ce qu'on appelle une distribution de Gibbs ou de Boltzmann. Donc chaque sortie numéro k, yk, est égale à l'exponentielle d'une constante multipliée par l'entrée correspondante. D'accord ? Donc la constante bêta ici peut être positive, négative, grande, petite, etc. Divisée par la somme de toutes les exponentielles bêta de toutes les x. D'accord ? Donc c'est un peu évident que la somme pour tous les k de ces termes est égale à 1. Donc les yk sommés sur k vont être égaux à 1. D'accord ? Parce qu'on va avoir une somme sur k en haut, et c'est la même chose en haut et en bas, ça fait 1. Et toutes ces valeurs sont positives, c'est des exponentielles, donc sont toutes positives. Donc c'est une méthode pour transformer des scores en une espèce de distribution de probabilité. Ça s'appelle softmax. C'est ce qui est utilisé en régression logistique, par exemple, pour la classification multiclasse. Alors, comment utilise-t-on ça pour la classification ? On a un réseau neurone ou une machine entraînable, quelle qu'elle soit. On met un softmax dessus. Maintenant, ce qu'on a, c'est une série de nombres, de scores, de nombres entre 0 et 1 qui somment à 1, qu'on peut interpréter comme des probabilités. Pendant l'entraînement, on dit à la machine cet exemple est de classe 3, donc rend cette probabilité le plus grand possible. Okay, c'est le principe de maximum de vraisemblance, maximisation de la vraisemblance, apprentissage par maximisation de la vraisemblance. Donc on va essayer d'entraîner le réseau de manière à ce que le nombre qui sort ici pour la probabilité de la classe 3, pour cet exemple-là, qui est de classe 3, soit le plus grand possible. Mais en fait, on n'aime pas maximiser les choses, on préfère les minimiser, et puis c'est pas bien de maximiser des choses qui sont limitées entre 0 et 1, il vaut mieux minimiser des choses qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc on va prendre moins le log de ça, d'accord ? Et c'est ça qu'on va minimiser. D'accord ? Donc c'est negative log likelihood, c'est comme ça que s'appelle le module dans Torch, negative log likelihood criterion. Et en fait, on s'aperçoit qu'on fait une bêtise, parce que là, on va calculer des exponentielles, puis ensuite on va prendre des logs, tout ça, ça va s'annuler, c'est un peu bête. Donc il vaut mieux en fait mettre le log avant le switch et avoir un module qui s'appelle le moins log softmax. Et ce que fait ce moins log softmax, c'est qu'il calcule le log d'un softmax pour chaque valeur. Donc la sortie YK d'un moins log softmax, c'est égal à ça. C'est l'entrée K, enfin moins l'entrée K, plus 1 sur bêta log de la somme des exponentielles bêta de toutes les entrées. Ça, c'est le log du terme de normalisation qu'on a dans softmax. D'accord ? Parce que le softmax est un rapport. Quand on prend le log et qu'on divise par bêta, l'exponentielle s'en va, le bêta s'en va, on obtient xk, et puis on obtient moins ça, moins le log de ça. D'accord ? Parce que le rapport, le log du rapport est la différence des logs. D'accord ? Donc on a le log de ça moins le log de ça. Et ensuite, on prend moins tout ça, donc on a moins log de ça, plus log de ça, et c'est ça. Donc ça, c'est moins log softmax. Et en fait, comment implémenter le module moins log softmax ? On peut s'apercevoir que, en fait, c'est deux modules. Un module identité, d'une certaine manière, qui fait que copier les entrées vers les sorties, et puis un autre qui calcule le log du terme de normalisation, et qui suffit à rétropropager à travers. Donc en fait, le module log softmax, c'est un truc comme ça. Il y a 3 entrées et 3 sorties. Dans ce cas-là, chaque sortie est égale à xk moins 1 sur bêta log machin. Je n'ai pas mis le moins log softmax ici, c'est juste log softmax. Mais en fait, on peut décomposer ça en deux modules. Un module qui calcule le log de somme des exponentielles des valeurs. Donc c'est un scalaire qui sort de ça.
et puis un autre module qui calcule la différence entre le vecteur d'entrée et cette valeur, qui est une espèce de constante. Enfin, c'est pas une constante, ça varie avec la xj, mais c'est la même valeur partout. Et bien sûr, on sait rétropropager dans un truc comme ça, parce qu'on sait rétropropager dans un module qui calcule une différence. On doit savoir rétropropager à travers de ça, en tout cas on va le savoir dans une minute. Et donc pas de problème. Voilà comment se passe la différenciation par rapport à travers un log softmax. Ah oui, j'ai oublié le log ici, mais il y a un log. Donc pour la f propre, c'est c'est 1 sur bêta log somme sur j de e à la bêta xj. Et pour la rétropropagation, le gradient par rapport à une entrée k particulière est égal au gradient par rapport à la sortie, multiplié par ce terme qu'on peut appeler pk, qui est en fait qui serait le résultat d'un softmax. Donc ce que fait un module log softmax, c'est qu'en fait il distribue les gradients. Donc chaque entrée en fait va prendre une partie du gradient de la sortie, du gradient par rapport à la sortie, et va le distribuer sur les entrées. Et la somme des coefficients de ces distributions est 1, puisque la somme de tous ces trucs-là par rapport à k est égale à 1. Ok, est-ce qu'il y a des questions brûlantes ?